et Sébastien le samedi soir. Et c'était toutes les semaines. Ils avaient 40 numéros chacun, mais qu'avec du playback. Et généralement avec les mêmes articles. Qu'est-ce que je dis vous regardez la télé, ce ne sont que des... Et si une simple phrase, prononcée trop vite sur un plateau télé, avait suffi à briser deux destins? Et si derrière un sourire de showman se cachait une blessure que 30 années n'ont jamais apaisée? Ce soir, nous remontons au moment exact où tout a dérapé. Ce choc silencieux qui a scellé l'inimitié la plus tenace du paysage médiatique français. Pourquoi Michel Sardou n'a-t-il jamais pardonné? Et surtout, comment a-t-il choisi de se venger? Vous êtes en train de regarder. Michel Sardou détruit Nagui depuis 30 ans et voici comment il prend sa revanche. Mais qui était vraiment Nagui à cette époque, au sommet de sa popularité, lorsque toute la France riait, chantait et vibrait à son rythme? Comment l'image lisse de l'animateur chéri du public a-t-elle pu se fissurer face à un géant nommé Michel Sardou? Alors, comment une simple rencontre télévisée a-t-elle pu engendrer l'un des froids les plus persistants du paysage médiatique français? Comment deux hommes, chacun porté par la ferveur du public, ont-ils pu en arriver à s'éviter, durant 3 décennies, comme s'ils portaient, l'un contre l'autre, une blessure que personne ne voit, mais que chacun ressent? Pour comprendre, il faut replonger dans ces années où Nagui brille d'une lumière presque insolente. Ces années où la télévision française respire au rythme de son humour, de son énergie, de son audace. Un animateur chéri, solaire, toujours prêt à improviser une blague. Ou du moins, c'est ainsi que le pays le percevait. Car, derrière l'image impeccable du showman, se cache souvent un homme qui doute, qui vacille, qui cherche sa place face à des artistes parfois plus imposants que lui. Et Michel Sardou, monument de la chanson française, fait partie de ces figures, capables d'intimider même les plus aguerris. Dans ces années-là, la France découvre un Nagui, conquérant, partout à la fois. En prime time, dans des émissions festives, où l'on chante, où l'on rit, où l'on perd parfois pied tant l'ambiance est électrique. Mais cette omniprésence médiatique masque une réalité plus intime. La pression permanente d'être à la hauteur, la peur du faux pas, la solitude derrière les projecteurs. Car à mesure que Nagui grimpe, le regard du public se fait plus exigeant. Et chaque rencontre professionnelle devient un test, une épreuve silencieuse dont peu soupçonnent la brutalité. C'est précisément dans ce climat que se déroule l'interview fatidique, celle que Sardou n'oubliera jamais, celle dont Nagui, des années plus tard, avouera encore ressentir la brûlure. L'histoire commence sur un plateau télé où l'atmosphère semble, en apparence, légère. Un décor lumineux, un public qui applaudit, un animateur en pleine maîtrise de son art. Michel Sardou arrive, imposant, charismatique, sûr de lui. Il n'a plus rien à prouver. En face de lui, Nagui incarne la nouvelle génération. Dynamique, curieuse, taquine, parfois un peu trop franche. Le choc est inévitable, et il va se produire en une fraction de seconde, déclenché par une phrase anodine, presque banale. « Excuse-moi de... » entame Nagui, dans cette tonalité moqueuse qui amuse tant son public. Mais ce soir-là, le ton ne passe pas. Le chanteur le perçoit comme un manque de respect, une familiarité malvenue, une piqûre d'ego en direct. L'air se fige. Et dans ce silence suspendu, se joue quelque chose que le public ne comprend pas encore. La naissance d'une inimitié profonde. Ce moment, des millions de téléspectateurs l'ont vu sans en mesurer la portée. Pour eux, ce n'était qu'un accrochage, une maladresse. Pour Michel Sardou, c'était une offense. Et pour Nagui, ce fut le début d'une longue crise intérieure, celle que vivent tant d'hommes et de femmes sous les projecteurs, quand l'humour devient une arme qui se retourne contre soi, quand une remarque lancée trop vite laisse une cicatrice invisible mais durable. Derrière son sourire, Nagui encaisse. Il doit reprendre le fil de l'émission, maintenir le rythme, masquer la tension. Mais quelque chose en lui se fissure. Une inquiétude nouvelle apparaît. Celle d'avoir franchi une ligne qu'il n'avait pas vue. Ce doute le suivra longtemps dans ses coulisses, ses réflexions, ses nuits sans sommeil. Car contrairement à ce que l'on croit, le succès ne protège pas. Il expose, il isole. Et dans cette solitude, l'incident se transforme en obsession discrète. Comment un seul mot a-t-il pu provoquer un tel rejet? Pourquoi Sardou refuse-t-il désormais toute invitation,
Pourquoi cet homme, aux centaines de salles remplies, semble-t-il tenir à distance un animateur dont l'intention n'a jamais été de blesser? Ces questions, Nagui se les pose en silence, tandis que la presse, elle, fabrique un récit plus brutal. Sardou détruit Nagui. Ils ne peuvent plus se voir. L'interview qui a tout brisé. Et le temps, loin d'apaiser les choses, les renforce. 30 ans passent. Le froid s'installe. Une incompréhension devenue presque légendaire. Pour ceux qui connaissent l'univers du spectacle, cette rupture n'a rien d'anodin. Elle révèle une fragilité trop souvent occultée, celle des personnalités publiques qui, malgré la lumière, connaissent les mêmes tourments que chacun d'entre nous. La peur d'être mal compris, la blessure d'être rejeté, la honte d'avoir peut-être mal agi. Nagui, derrière son énergie habituelle, traverse cette épreuve comme une crise silencieuse, faite de remises en question, de souvenirs qui reviennent sans prévenir, de ces instants où l'on se demande si l'on est vraiment la personne que l'on croit montrer au monde. Et c'est sans doute là que réside le cœur de l'histoire, dans la faille humaine qu'un éclat public a révélée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une blessure n'est jamais immobile, elle évolue, elle se transforme, elle cherche parfois sa revanche. Michel Sardou, lui, n'a jamais oublié. Des années durant, il décline les invitations, glisse des remarques acérées, laisse entendre que certaines rencontres ne lui manquent pas. Une distance qui ressemble à une sentence. Pendant ce temps, Nagui continue d'avancer, de travailler, de se réinventer, tout en portant toujours, quelque part en lui, cette ombre qui plane. Et c'est justement cette ombre, cette tension invisible, ce duel silencieux entre deux géants de la culture française qui nous amène à poser la question essentielle: qu'est-ce que cette inimitié dit réellement de leur rapport à la célébrité, à l'ego, à la mémoire? Et surtout, comment, 30 ans plus tard, l'un d'eux a-t-il décidé de transformer la douleur en revanche? Mais ce que personne n'avait jamais vraiment compris, jusqu'à cet instant précis, c'est à quel point cette histoire avait continué de hanter Nagui. Derrière la distance polie, derrière les sourires médiatiques, une vérité plus intime cherche enfin à émerger. Car lorsqu'il évoque Sardou en 2024, ce n'est pas seulement un rappel factuel, c'est le signe que quelque chose, en lui, s'est définitivement refermé. Comme si, après 30 ans de malaise, il avait enfin trouvé les mots pour décrire ce qui l'avait blessé, ce qui l'avait transformé, ce qui l'avait poussé à prendre une décision radicale. Tourner la page. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut revenir au début de Taratata. Nous sommes en 1993, une époque où la télévision musicale respire encore la spontanéité. Les artistes se croisent, se mélangent, improvisent, et Nagui, jeune animateur promis à une ascension fulgurante, devient le maître d'orchestre de cette effervescence. Il reçoit les plus grands noms de la chanson, parfois intimidants, parfois malicieux, toujours surprenants. Il sait s'adapter, écouter, provoquer juste ce qu'il faut pour déclencher une parole authentique. Mais Michel Sardou, lui, échappe à ce schéma. Il arrive avec une présence écrasante, presque souveraine, et dès les premières minutes, Nagui comprend qu'il marche sur une ligne invisible, fine comme une lame. L'interview se déroule dans une tension douce, à peine perceptible pour le public, mais parfaitement claire pour ceux qui se trouvent sur le plateau. Chaque échange semble peser, mesurer, presque surveiller. Nagui tente la complicité, la petite étincelle habituelle qui détend les plus rigides. Sardou reste droit, sérieux, presque froid. Le moindre sourire paraît contrôlé, comme s'il refusait d'offrir à l'animateur la possibilité d'entrer dans son espace. Et puis arrive cette phrase, le fameux « excuse-moi de ». Une phrase légère, presque anodine dans la bouche de Nagui. Un tic d'animateur, un clin d'œil de connivence. Mais dans l'esprit de Sardou, elle sonne comme une intrusion, une familiarité déplacée, un manque de respect. L'atmosphère change brusquement. Le silence qui suit est bref, mais il suffit. À partir de là, quelque chose se rompt. Une fracture intime, irréversible. Pendant des années, cette fracture demeure un mystère. Les téléspectateurs n'y voient qu'une anecdote, les médias, un simple désaccord d'ego. Mais pour Nagui, ce souvenir devient un nœud qu'il porte comme un poids. Car cette altercation ne représente pas seulement un raté professionnel, elle éveille en lui un mélange de honte, d'incompréhension et peut-être même de solitude. Il se demande ce qu'il aurait dû faire différemment, s'il a manqué de respect,
sans le vouloir, s'il a franchi une limite invisible. Il doute, il se reproche, et dans ces moments de questionnement, il révèle une part de lui que le public connaît peu. L'homme sensible, derrière le showman, celui qui ressent profondément les tensions, celui qui garde en lui les traces des gestes mal interprétés. Les années passent. Taratata devient une institution, un refuge pour des centaines d'artistes qui trouvent dans Nagui un allié, un confident, un passeur. Mais au milieu de ce triomphe, il y a toujours une ombre discrète mais persistante. Le souvenir de Sardou. Les invitations ne partent plus, les chemins ne se croisent plus. Et lorsque les journalistes évoquent une éventuelle réconciliation, Nagui se referme, répond par des phrases prudentes, presque mécaniques, jusqu'à cet hommage de 2024 où il laisse enfin apparaître la vérité. Un relâchement soudain, presque un aveu. On ne s'est pas vraiment bien entendu. Cette phrase, prononcée dans le calme, a l'effet d'une déflagration, non pas parce qu'elle attaque Sardou, mais parce qu'elle dévoile un pan de fragilité que Nagui avait toujours pris soin de cacher. Pour la première fois, il admet publiquement l'existence d'un malaise profond, durable, enraciné. Et plus encore, il reconnaît qu'il ne souhaite pas raviver ce lien. Je ne pense pas que lui non plus en ait envie. C'est à cet instant que l'on comprend que la décision est prise depuis longtemps, mais qu'il ne la formule que maintenant, au moment où Taratata célèbre ses 40 ans. Comme si l'anniversaire de son œuvre la plus chère lui donnait enfin le courage de mettre des mots sur ce qui le blesse encore. Il y a, dans ce geste, quelque chose de cathartique, une manière de dire « j'ai essayé, j'ai porté, j'ai encaissé, mais maintenant je choisis la paix ». Un homme arrive rarement à cette clarification sans un long chemin intérieur. On sent chez lui la trace des années où il a dû composer, rassurer, éviter la polémique, où il a espéré peut-être une discussion franche, un apaisement improbable. Mais rien n'est devenu. Et alors, Nagui a décidé d'avancer seul, de ne plus attendre ce pardon qui ne viendrait pas, de ne plus tendre la main à quelqu'un qui, de toute évidence, ne la saisirait jamais. Pourtant, ce choix n'est pas une vengeance. Pas encore. C'est un repositionnement, une reprise de contrôle, une manière de dire au monde, et peut-être à lui-même, qu'il n'a plus peur de cette blessure ancienne, qu'elle ne dictera plus ses décisions, qu'il accepte enfin la réalité telle qu'elle est, et c'est précisément cette lucidité nouvelle qui marque un tournant. Car toute blessure refoulée finit par chercher une issue, un espace, pour respirer. Lorsque Nagui affirme que Sardou ne reviendra plus jamais, il ne ferme pas une porte avec fracas. Il ferme doucement un chapitre qu'il ne s'est jamais vraiment écrit. Mais cette révélation publique entraîne une conséquence inattendue. Elle ravive un débat que beaucoup croyaient enterré. Pourquoi cette inimitié dure-t-elle toujours? Qu'est-ce qui, dans cet échange d'autrefois, a pu marquer les deux hommes à ce point? Et surtout, que prépare Nagui en parlant maintenant? Car la manière dont il choisit de raconter l'histoire, des années après les faits, laisse entrevoir un changement, un basculement. Peut-être même, sans qu'il le dise explicitement, une forme subtile de revanche. Pas une revanche bruyante, spectaculaire, mais une revanche douce, mûrie, réfléchie, presque philosophique. Celle de reprendre la parole, de reprendre la mémoire, de reprendre sa liberté face à un conflit que l'on pensait figé. Et c'est ici, dans cette zone grise, entre aveu, libération et affirmation de soi, que commence la véritable transformation de Nagui. Une transformation que personne n'avait vu venir et qui pourtant change tout. Ce qui frappe, lorsque l'on revisite cette séquence de 1994, ce n'est pas seulement la tension palpable entre les deux hommes, mais le contraste saisissant entre leurs univers, leurs sensibilités, leur manière d'habiter la parole publique. Sardou, déjà statue vivante de la chanson française, arrive avec son armure, son franc-parler rugueux, sa certitude de devoir remettre les choses au clair. Nagui, lui, encore jeune mais déjà audacieux, cherche à poser les questions qui dérangent, celles qui invitent l'artiste à s'expliquer, à dépasser l'image, projetée sur lui. Mais entre ces deux logiques, l'électricité surgit, ce heurt brutal entre la volonté de clarifier et celle de comprendre, entre une génération qui refuse d'être jugée et une autre qui refuse de se taire. C'est là que tout vacille. On s'en souvient, l'atmosphère était déjà légèrement chargée. Sardou, confronté à des soupçons qu'il juge infondés, se rétracte immédiatement, presque violemment, affirmant qu'il n'a jamais flirté avec des idées extrêmes, qu'il n'a fait que chanter la France telle qu'il la ressent.
Puis vient cette phrase, comme un coup près. « J'aimerais qu'on évite de parler comme toi. » C'est un reproche, une mise à distance, un rappel hiérarchique. Une manière de dire « tu vas trop loin ». Mais Nagui ne se laisse pas relever sans réagir. Il a ce réflexe de se défendre, presque instinctif, comme s'il voulait protéger sa posture de journaliste. « Attention Michel, je ne fais que traduire, excuse-moi de me défendre, je ne fais que traduire ce que l'on me dit. » À cet instant, quelque chose se brise. Une brèche infime, imperceptible pour ceux qui regardent l'émission comme un divertissement, mais immense pour l'homme qui occupe le fauteuil d'animateur. Car Nagui n'est pas seulement en train d'interviewer une star, il est en train d'apprendre la dureté de sa profession, la violence parfois inattendue des artistes qu'il admire, l'âpreté de ces instants où la parole se retourne contre celui qui la porte. Ce moment marque la première et dernière apparition de Michel Sardou sur Taratata. Mais il marque surtout un basculement intérieur chez Nagui, un bouleversement silencieux dont il ne parlera que des années plus tard. Et pourtant, malgré cette blessure, malgré cette incompréhension, malgré cette cicatrice qui ne s'est jamais complètement refermée, Nagui n'a jamais nourri de haine. Ce serait trop simple. Ce serait renier ce qu'il est. Un homme profondément attaché à l'idée que les malentendus ne sont pas des condamnations, que les conflits peuvent modeler, parfois même ennoblir une trajectoire humaine. À mesure que sa carrière avance, quelque chose change en lui. Ce moment tendu de 1994 cesse d'être une humiliation et devient une leçon de prudence, une leçon d'humilité. Paradoxalement, même une forme de gratitude. Il l'a souvent répété. Chaque crise lui a appris à devenir un meilleur animateur, un meilleur collègue, un meilleur homme. Car Nagui comprend vite que Sardou n'est pas simplement un chanteur en colère. Il est le produit d'un autre temps, d'une autre culture, d'une France qui défendait ses frontières symboliques avec la fierté d'un pays forgé dans la tradition. Sardou n'aime pas la suspicion. Il déteste être pris dans les filets de l'interprétation médiatique. Il veut qu'on écoute ses chansons, pas qu'on les analyse à l'excès. Cette divergence n'est pas une guerre personnelle, c'est un choc générationnel. Et Nagui, sans le dire publiquement, l'a saisi. C'est là que commence la transformation intérieure. À force de rencontrer des artistes variés, à force d'essuyer des critiques, des silences, des refus, Nagui adopte une philosophie nouvelle, celle de laisser les tensions s'éroder naturellement. Il découvre que certaines blessures ne guérissent pas dans le dialogue, mais dans le temps. Que certaines relations ne s'apaisent pas par confrontation, mais par acceptation. Que parfois, la plus belle forme de paix, c'est de ne plus chercher à convaincre l'autre, de ne plus attendre l'impossible, de ne plus vouloir recoller ce qui n'a jamais tenu ensemble. Avec les années, Taratata devient un sanctuaire, un lieu où la musique unit, où les artistes s'expriment librement, où la parole circule sans crainte, et c'est là que Nagui trouve sa rédemption, sa renaissance, sa manière à lui de réparer le passé. Non pas en ramenant Sardou, mais en faisant de l'absence de Sardou un choix assumé, non conflictuel, presque philosophique. Le public ne comprend pas toujours, il croit à une rancœur, à une vengeance, à un règlement de compte, mais ce que Nagui vit réellement est tout autre. Une maturation personnelle, lente, profonde, paisible. Car la vérité est simple, il ne cherche plus à rejouer ce moment de 1994. Il n'en attend plus une réparation, un mot d'excuse, une reconnaissance tardive. Il choisit autre chose. Il choisit de ne plus souffrir. Cette décision prend la forme d'un renoncement, mais aussi d'une ouverture. L'ouverture à d'autres artistes, à d'autres rencontres, à d'autres instants de grâce qui finissent par éclipser ce vieux souvenir douloureux. Et plus encore, Nagui parvient à regarder cette interview, aujourd'hui, avec une forme de douceur. Non pas un sourire, mais une lucidité apaisée. Comme si ce chapitre appartenait désormais à un livre dont il n'est plus prisonnier. Cette philosophie nouvelle imprègne son rapport au travail, à la notoriété, à lui-même. Nagui découvre la valeur du recul, la puissance de l'acceptation, la beauté du lâcher-prise. Il apprend que l'on peut coexister avec les malentendus, avec les souvenirs qui dérangent, avec les relations qui n'ont pas connu d'issue. Il comprend que tout ne doit pas être réparé, que certaines histoires n'ont pas besoin de dénouement pour trouver un sens. Et dans ce sens-là, la tension avec Sardou devient presque un miroir, un rappel de ce qu'il a traversé, mais aussi de ce qu'il a dépassé.
Car au fond, cette altercation n'a pas seulement été un point de rupture, elle a été un tournant, un révélateur, un moment clé qui a façonné la manière dont Nagui appréhende la parole publique, la critique, le regard des autres. Ce soir de 1994, il a éprouvé la violence du malentendu. 30 ans plus tard, il en tire une philosophie de vie. Une philosophie faite de patience, d'écoute, de discernement. Une philosophie qui lui permet d'avancer, non pas contre Sardou, mais loin de lui, vers quelque chose de plus grand, sa propre paix intérieure. Et c'est précisément cette paix-là, conquise doucement, silencieusement, qui s'apprête à tout changer. Et peut-être que c'est là, finalement, que se trouve la véritable morale de cette histoire. Dans ce fil invisible qui relie deux hommes que tout oppose, mais que la vie, d'une manière ou d'une autre, a obligé à se regarder en face. L'un, Michel Sardou, porte depuis toujours cette cohérence farouche, cette fidélité à lui-même qui fascine autant qu'elle déroute. L'autre, Nagui, symbolise la modernité, l'ouverture, cette envie d'aller vers l'autre même lorsque le terrain semble instable. Deux trajectoires qui ne s'épouseront jamais, deux manières d'exister dans la lumière, mais un même besoin de vérité. Quand on repense à cette interview de 1994, à ce bref moment où tout s'est figé, il est si facile de croire qu'il s'agit d'un simple épisode, d'un accrochage comme il en existe tant. Mais quand on regarde plus attentivement, quand on écoute ce que cette histoire a produit chez chacun d'eux, on comprend qu'elle dépasse largement l'anecdote. Elle dit quelque chose de la fragilité des êtres, même les plus célèbres. Elle révèle ce petit espace vulnérable qui existe derrière les projecteurs, là où les maladresses deviennent des blessures, où les mots deviennent des cicatrices, où le silence devient une forme de protection. Nagui, lui, aurait pu choisir la rancune. Il aurait pu alimenter le conflit, amplifier le bruit médiatique, chercher à se justifier à tout prix. Mais il a préféré s'élever autrement. Avec le temps, un temps long, profond, presque méditatif, il a appris à regarder cet épisode non pas comme un échec, mais comme une étape. Une étape qui l'a obligé à se questionner, à ralentir, à affiner son écoute, à ne plus imaginer que la complicité se décrète d'un sourire ou d'une plaisanterie. Il a compris que certains artistes n'ouvrent leurs portes à personne, et qu'il ne sert à rien de forcer un verrou qui ne s'ouvrira pas. Cette prise de conscience, discrète mais essentielle, l'a transformé de l'intérieur. Elle a donné naissance à un homme plus calme, plus ancré, moins soucieux de plaire à tout le monde, mais plus attaché à la sincérité. Une maturité qui transparaît aujourd'hui dans sa manière de raconter cette histoire, sans colère, sans exagération, sans chercher à accuser ou à excuser, juste en disant les choses comme elles sont, avec cette douceur un peu résignée qui vient quand on a tiré de la vie ce qu'elle voulait bien nous apprendre. Et puis il y a Sardou, cet immense artiste, ce rock, cette voix qui résonne dans la mémoire collective. Lui non plus n'a jamais ravivé les braises. Son silence, parfois interprété comme du mépris, n'était peut-être que la forme la plus simple de son rapport au monde, s'éloigner de ce qui le heurte, poursuivre sa route sans se retourner. Une philosophie rude, mais cohérente avec l'homme qu'il est. Un homme qui, comme beaucoup de sa génération, préfère l'action à l'explication, la distance au débat, la fidélité à soi-même, aux compromis sociaux. Une manière de vivre qui, elle aussi, contient sa part de sagesse. Alors non, ils ne se réconcilieront probablement jamais. Mais peut-être que l'essentiel n'est pas là. Peut-être que la véritable réconciliation, la seule qui compte vraiment, est celle que Nagui a faite avec lui-même. Une réconciliation silencieuse, lente, mais authentique. Une forme d'apaisement qui lui permet aujourd'hui de dire, sans trembler, « Il ne reviendra pas ». Non pas comme une vengeance, non pas comme une punition, mais comme un constat paisible. Comme un adieu qui n'a pas besoin d'être dramatique pour être sincère. En réalité, cet affrontement médiatique, qui dure depuis 30 ans, nous rappelle quelque chose de fondamental. Il existe dans chaque vie des histoires inachevées, des dialogues interrompus, des difficultés que l'on ne peut pas résoudre à deux. Parfois, la paix s'obtient seule. Parfois, la vérité n'a besoin d'être dite qu'une fois. Parfois, accepter de ne pas comprendre l'autre est déjà une forme de liberté. Et c'est cette liberté que Nagui a conquise. Pas contre Sardou, mais en dépit de lui. Une liberté qui lui permet de continuer à célébrer la musique, à tendre la main à ceux qui veulent bien la prendre, à créer des moments de joie, comme seuls les grands animateurs savent en offrir.
Une liberté nourrie par l'expérience, par les blessures, par les doutes, par cette fameuse interview de 1994, qui restera à jamais un tournant discret, mais décisif. Peut-être que vous, qui écoutez cette histoire ce soir, y verrez aussi un écho de votre propre vie. Peut-être avez-vous connu, vous aussi, ces malentendus qui vous poursuivent, ces divergences qui vous attristent, ces relations que vous avez dû laisser aller pour ne plus souffrir. Peut-être comprendrez-vous que le pardon ne dépend pas toujours d'une autre personne. Parfois, il s'apprend dans le silence, dans le recul, dans l'acceptation de ce que l'on ne peut pas changer. Et si c'était cela, la véritable revanche de Nagui, non pas d'avoir écarté Sardou, mais d'avoir cessé de laisser ce souvenir définir qui il est, d'avoir choisi d'être plus grand que l'incident, plus grand que la blessure, plus grand que le passé. Parce que les histoires humaines, même les plus rugueuses, finissent toujours par nous enseigner quelque chose. Celui qui sait écouter, celui qui sait se transformer, celui qui sait lâcher prise, avance plus loin que celui qui s'entête. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous un souvenir, une réflexion, une émotion que vous n'attendiez pas, n'hésitez pas à le partager. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, ce que cette rivalité vous inspire. Et si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres récits, d'autres vérités cachées, d'autres destins qui se croisent et s'éloignent, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Votre soutien nous permet de raconter encore plus d'histoires humaines, profondes, lumineuses comme celle-ci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. Et surtout, prenez soin de vos propres paix intérieures. Elles sont plus précieuses que toutes les querelles du monde.